des centres où elles pourront aller s'exprimer, parce qu'elles ne viendront pas comme ça. Je vous assure que c'est trop dur à porter. Elles ne pourront pas aller dans les commissariats. Ouvrez des centres spécialement pour les femmes qui ont été violées, qu'elles puissent aller le dire, qu'elles puissent être soignées gratuitement. Heureusement, maintenant, les soins sont gratuits, mais avant, il fallait payer pratiquement 30 000 francs pour avoir le certificat médical. Faciliter la tâche aux femmes pour qu'elles puissent aller dire ce qui s'est passé. Et ça participe aussi au processus de réconciliation, parce qu'on reconnaît en elles des victimes. Mais pas dans les commissariats de police, parce que ça va être très dur. Vous voyez bien qu'en fait, sur ces questions, le gouvernement est bien souvent épaulé par les ONG qui ont un rôle majeur, parce que les gens sont plus à l'aise avec ces ONG, ces bénévoles, et nous sommes en rapport. Je suis d'accord que les ministères de la promotion de la femme, de la protection de la femme, de la solidarité doivent davantage s'investir pour justement qu'on ait une écoute. Mais au-delà des femmes, de toutes les victimes, nous avons décidé au niveau du ministère de l'Intérieur, nous sommes en train de le mettre en œuvre, de créer un grand call center qui va permettre d'être un centre d'écoute et de veille pour tous les citoyens. Aujourd'hui, ce qu'il faut, moi je ne me conçois pas comme le ministre de l'Intérieur, le premier flic de Côte d'Ivoire. Non, je me conçois comme le premier régulateur social de la vie sociétale, de faire attention à l'écoute des mêmes plus faibles. Comment faire en sorte qu'un Ivoirien aujourd'hui, une Ivoirienne qui est écrasée dans ses droits, puisse avoir un recours, puisse téléphoner, puisse en parler et qu'on écoute et qu'on donne une solution à sa problématique. Et c'est pas compliqué. Dans des pays on l'a fait et nous aussi on peut le faire. Et vous allez voir, on va le faire. Pas d'impunité, hein, c'est ce que vous promettez, Monsieur Bakayoko. Merci à tous les trois d'être venus sur le plateau de France 24 pour nous parler de ce retour à la normale progressif à Abidjan. Hein, mais les chantiers sont encore nombreux, les promesses également. Merci à tous les trois. La crise est finie, est terminée. Et pourtant, l'ONUCI ne quitte pas le pays. Ces 10 000 hommes restent déployés sur place. Leur mission, justement, protéger les civils. Nous avons rencontré le chef de l'ONU en Côte d'Ivoire, Young-in Choi. Monsieur Choi, l'ONU a renouvelé un mandat. Quelle est aujourd'hui votre mission sur place ici en Côte d'Ivoire? Pour assister les Ivoiriens, le peuple et le gouvernement du président Ouattara, nous voyons 3 chantiers. Tout d'abord, il faut restaurer la paix et la sécurité en Côte d'Ivoire. Deuxième, évidemment, la réconciliation parmi divers éléments. Troisième, les élections législatives. Alors concernant justement le rétablissement de la sécurité, est-ce que vous allez coopérer avec les FRCI? Absolument, c'est notre premier chantier, le plus urgent, le plus important, puisqu'il s'agit de l'ordre de stabilité dans ce pays qui va permettre les réfugiés qui sont en Libéria de retourner. Aussi, ça va toucher à l'environnement pour préparer les élections législatives, qui va toucher encore le volet de réconciliation nationale. Alors justement, concernant la réconciliation, quel va être concrètement votre rôle dans cette réconciliation? Nous allons préparer le terrain avec le gouvernement ivoirien, par exemple avec le DDR, ce qu'on appelle désarmement, démobilisation et réintégration des gens démobilisés dans la société. C'est un grand dossier. Déjà, nous avons fait un comité avec le gouvernement ivoirien. Ensuite, il faut voir ce qu'on appelle SSR, réforme de secteur sécuritaire. C'est important, il y a divers éléments armés en Côte d'Ivoire maintenant. Il faut établir une ligne solide de commande et contrôle des éléments armés. Combien de temps vous allez rester sur place? Cela veut dire l'ONUCI. Oui. Et comme vous savez, le Conseil de sécurité a prolongé 1 mois jusqu'au fin mois de juillet. Donc il y aura une examination de notre mandat au mois de juillet. Probablement, il y aura une extension à au moins 6 mois jusqu'à la fin des élections législatives. Merci beaucoup, Monsieur Choi, pour cette interview.
Alors vous avez entendu Young Choi, l'ONUCI va donc rester sur place pour participer à la réconciliation et le grand défi, eh bien, ce sera de faire cohabiter les vainqueurs et les vaincus. Alors pour parler de la réconciliation, je vous présente nos invités, Monsieur Ahmed Bakayoko qui est resté avec nous, merci, ministre de l'Intérieur, un proche d'Alassane Ouattara. Patrick Ngouan, bonjour, merci d'être avec nous. Alors vous êtes le président de la Convention de la société civile ivoirienne, qui est une structure indépendante qui est composée de plus d'une centaine d'ONG qui travaillent à la résolution du conflit. Vous nous en direz plus dans un instant. Et puis avec nous, Imam Cissé Djidiba, bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes le porte-parole du Conseil supérieur des imams. Et nous avions invité, c'est important de le préciser, des membres du clergé. Ils n'ont pas voulu participer à cette émission. Alors revenons, si vous le voulez bien, maintenant en arrière. Si l'on parle de réconciliation, c'est qu'il y a eu des massacres, des exactions, des violences qui ont duré durant 5 mois. Je vous propose de retourner à Douékoué, dans l'ouest du pays. L'ONU parle de crimes de guerre. Au moins 800 personnes auraient été tuées. Et ce sont les forces d'Alassane Ouattara qui sont pointées du doigt. C'est un reportage de Caroline Dumay. Monsieur le ministre, comment faire pour rétablir la confiance? On voit que la population de Djouékoué a peur des FRCI parce que ces mêmes FRCI auraient commis des exactions. Écoutez, ce que je veux dire, que j'ai redit tout à l'heure sur le plateau, maintenant par rapport à ces faits, la situation à l'ouest est très complexe. Depuis très longtemps, cette zone est l'objet d'une enquête. C'est pas très compliqué. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde où la traçabilité est réelle. On remonte les faits. On cherche les chefs d'unité qui étaient là à tel moment. On saura la vérité. Moi, j'ai des doutes sur, sur tout ce qui est dit et je ne vais pas m'avancer. Mais dès que les éléments seront établis, nous allons à la face du monde et à la face des Ivoiriens faire que justice soit rendue et qu'il n'y ait pas d'impunité. Quand vous dites que vous avez des doutes sur la responsabilité de certains soldats des FRCI dans les exactions commises, est-ce que ça... J'ai des doutes sur les faits qui sont rapportés, ça et là. Donc, selon vous, il y a peut-être eu moins de victimes que ce qui a été dit? Non, c'est pas ce que je dis. Ce que je veux dire, c'est que à ce stade, vous écoutez une personne, on ne connaît pas sa position, elle dit des choses, elle affirme des choses sans preuve. Moi, je veux avoir des preuves. Je veux qu'une enquête rigoureuse soit faite et que chacun assume sa responsabilité face aux résultats de l'enquête. Et pas d'impunité pour les FRCI, vous nous le confirmez bien. Ben, je vous assume. Et vous savez, les gens, justement, ont cru que le monde n'avait pas changé, qu'on pouvait continuer à cacher des choses aux gens. Moi, je peux vous dire, aujourd'hui, nous avons des informations, nous avons des photos, nous avons des enregistrements qui vont surprendre, qui montrent individuellement, qui pointent la responsabilité sur les gens qui ont commis des actes. Aujourd'hui, on parle également des 4 Français disparus. Nous sommes très avancés dans l'enquête. Nous avons une piste. Même aujourd'hui encore, les actions sont menées par nos hommes. Ils sont morts ou vivants, ces Français? Je ne peux pas apporter cette réponse parce que nous n'avons pas d'éléments qui puissent prouver leur état actuel. Mais nous avons une piste sur des gens, nous savons aujourd'hui, nous pourrons le dire, qu'après leur enlèvement, ils ont été à un moment donné au PC de la présidence de la République. Ces gens sont des responsables. Donc il y a une enquête qui est faite. Le responsable, on a retrouvé donc des effets, on a retrouvé des liens. Donc nos enquêteurs sont en train d'interroger, ils vont interroger le général de Boblé qui avait la responsabilité de la garde présidentielle. Un de ses adjoints a été entendu. Donc nous allons avancer. Monsieur Bakayoko, de nombreuses promesses, de nombreux engagements. On aura l'occasion évidemment d'en reparler. Des rendez-vous dans un an. Dans un an pour regarder les résultats. Vous allez voir, les dans 6 mois, en un an, en Côte d'Ivoire, il n'y aura plus de raquettes. On se retrouvera dans un an en Côte d'Ivoire. Mille merci, Monsieur Bakayoko, d'être venu sur notre plateau. Vous êtes malheureusement obligé de nous quitter. Vous avez un emploi du temps chargé. Eugène Djoué va nous rejoindre dans un instant. C'est un proche de Laurent Gbagbo, membre du LMP, la coalition de Laurent Gbagbo, et qui est notamment l'un des fondateurs de la FESI, qui est un syndicat étudiant pro-Gbagbo accusé d'exaction. Alors, je vous propose, dans un instant, on va entendre le témoignage justement d'un membre de la FESI, un repenti. Mais avant cela, je voudrais vous donner la parole, Iman Cissé. Il n'y a pas de réconciliation sans pardon. Comment est-ce qu'on peut pardonner après tant de douleur, après ces massacres, ces exactions?
Merci. En fait, il y a un principe global. La religion a pour mission de promouvoir la paix, l'entente, l'amour et la fraternité entre tous les hommes. Et l'histoire de l'humanité est émaillée de guerres, de conflits et de mésententes. Nous avons la conviction qu'on ne peut pas s'arrêter à l'orée de cette crise et dire fatalement, de façon fataliste, c'est fait, nous ne pouvons rien. Nous avons donc cette conviction et surtout cet espoir, cette espérance qu'il y aura bien sûr ce dialogue, c'est de pouvoir s'écouter, que naît la faculté de se comprendre, comme Ferdinand de Saussure le disait. Et il y a également qu'après cette écoute,